Bonsoir à tous, l'heure du 7-8 journal sur TV 78. Nous sommes le mardi 24 avril. Tout de suite, les titres de cette édition. La suite de notre dossier sur mai 68 à l'occasion des 50 ans du mouvement. Après le souvenir des acteurs de la mobilisation, entretien ce soir avec l'Yvelinois Gérard Larcher. Le président du Sénat revient sur son soutien à l'époque au général de Gaulle, alors sous le feu de la contestation sociale. L'agriculture autrement, c'est la conviction de cet homme. Le portrait de la semaine est consacré à Éric Sanso. Depuis 15 ans, il s'est lancé dans un élevage plus respectueux des animaux. L'exploitant nous a ouvert les portes de sa ferme à Haut-Fargis où est utilisée la musique classique comme anti-stress des bêtes. Enfin, les beaux jours et la réouverture de la cueillette. L'activité a repris depuis quelques semaines à la ferme de Villetin à Jouan-Josas. Les visiteurs peuvent ramasser fruits, légumes et fleurs, notamment les tulipes qui sont en ce moment prisées. Reportage. Invitée à suivre dans ce journal, Véronique Chaplin, fondatrice du T-Break. Le trophée de golf au profit de l'association SOS Gazelle fête cette année ses 26 ans. C'est devenu une habitude désormais dans le 7-8 journal. On débute par un point transport, la fin de la 5e phase du mouvement perlé des cheminots. Après 2 jours de débrayage, le trafic doit reprendre progressivement demain à partir de 8h. Il faut tout de même du temps pour un retour définitif à la normale. Quelques perturbations donc encore pour le réseau qui passe par Saint-Quentin en Yvelines. Demain, prévoir sur le RERC 3 trains sur 4. Sur la ligne N du Transilien, c'est 9 trains sur 10. En revanche, pour la ligne U, le trafic sera normal. Vous pouvez rester informé sur le site transilien.com. À suivre dans cette édition, l'entretien avec Gérard Larcher, mais d'abord direction Ben, où une cérémonie a marqué la fin de stage des tout premiers cadets de la gendarmerie. Ils sont issus du lycée Blériot de Trappes et celui du Vexin Achard dans le Val d'Oise. Mickaël Elmidoro a suivi cet événement. Une première en Ile-de-France, ce vendredi 20 avril, une cérémonie a été organisée sur le camp de Ben pour récompenser la fin de stage de la première promotion des cadets de la gendarmerie de la région parisienne. C'est un symbole. Les cérémonies militaires ont une portée symbolique pour marquer leur intégration et leur appartenance à la grande famille, à la grande communauté gendarmerie. Cette année, 15 lycéens âgés de 17 à 21 ans ont intégré cette filière d'excellence. Ils ont reçu leur diplôme devant leurs proches. Ça fait plaisir de rendre fiers nos aînés, nos parents, notre famille, nos cadres. Ça va peut-être aider les futures générations à s'y engager aussi. Donc c'est un très grand honneur. Pour les soutenir, l'ex-boxeur Jean-Marc Mormec, actuellement délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, s'est rendu sur place en tant que parrain de la promotion. Moi, je suis très content de voir cette jeunesse qu'on en parle positivement aujourd'hui, qui font des choses. Et on parle beaucoup de jeunes qui font des choses négatives, mais aussi il faut parler des jeunes qui s'investissent et qui veulent faire des choses. Prochaine étape pour les lycéens de la promotion, le baccalauréat dans quelques semaines. Une fois leur diplôme obtenu, ils intégreront pour la plupart la gendarmerie. Cette année, ce sont les 50 ans de mai 68. Nous poursuivons notre série pour découvrir le souvenir laissé par le mouvement aux Yvelinois. Interview exclusive ce soir avec Gérard Larcher. Le président du Sénat se confie sur son soutien apporté à la politique du général de Gaulle. Il se souvient notamment de certaines tensions à l'époque avec des étudiants mobilisés contre la politique du président de la République. La première partie de cet entretien réalisée par Nicolas Dandry, Marion Ptac et Mickaël Elmidoro au cadre. Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le 2e personnage de l'État et que vous êtes un gaulliste assumé. Au mois de mai 1968, vous aviez 19 ans et vous étiez engagé depuis 1966 chez les jeunes gaullistes. Au moment de ces mobilisations étudiants qui ont éclaté en 1968, comment vous percevez ces événements? D'abord, je suis engagé, c'est vrai, chez les jeunes gaullistes et ma première réaction, c'est de dire mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gauchistes? En même temps, je perçois qu'il y a là un mouvement de société et en même temps, c'est le reflet de très nombreux jeunes engagés. Engagés politiquement, engagés syndicalement, engagés aussi dans la vie des aumôneries ou spirituelles. Et cette réalité-là fait que nous sommes assez nombreux, j'allais dire, à avoir une appartenance politique, en tous les cas des références politiques. J'ai le souvenir de copains plutôt à gauche, d'autres plutôt à droite, de centristes. Et cet engagement, c'est pas uniquement un ou deux dans une classe de première ou dans une classe de terminale.
Et donc pour moi, je vis 68 engagé, comme jeune gaulliste, et comme jeune gaulliste qui entend soutenir l'action du général de Gaulle, mais qui en même temps mesure que cet engagement est aussi le questionnement de la société de 68, après une période extraordinaire, j'allais dire, de croissance. Nous n'avions aucun problème pour trouver un emploi à la sortie de nos études. Nous avions plutôt le sentiment qu'on vivait de mieux en mieux chaque année, mais en même temps, peut-être que notre génération avait aussi l'interrogation: quelle sera ma place dans les décisions de la société ? Alors je rappelle que le général de Gaulle est au pouvoir depuis 10 ans puisqu'il accède au pouvoir en 1958. Vous dites qu'il y avait un certain questionnement. Sur quoi ça reposait ces questionnements ? D'abord, le général de Gaulle, c'est pas 10 ans de pouvoir, c'est une épopée. C'est dans l'imaginaire d'un jeune comme moi qui va avoir 19 ans. C'est l'homme qui a redonné à la France son honneur. Moi, je vis en Normandie, dans des villes qui sont en reconstruction après les bombardements. Et ça m'a marqué. Moi-même, je suis un enfant qui se voit intégrer une maison reconstruite après les bombardements. Maison qui est affectée à ses parents. Et donc, cette maison, quelque part, elle est le symbole du renouveau de notre pays. Et on le doit au général de Gaulle. Alors bien sûr, il y a 10 ans de 5e République, on a presque oublié que la génération précédente, elle partait faire la guerre en Algérie. On a le sentiment d'entrer dans une société de consommation et en même temps la préoccupation de pas simplement être des consommateurs. On a, me semble-t-il, le désir, où qu'on soit sur les chevaux politiques ou syndicales, on a envie d'être acteur. Et quand vous voyez que le gouvernement ordonne peut-être une répression sur ces jeunes qui manifestent, qui ont quasiment votre âge, quelle réaction vous avez ? D'abord, les jeunes, ils n'y vont pas, j'allais dire, à moitié. Moi, j'ai des souvenirs très précis, puisque je suis en classe préparatoire vétérinaire. Voilà que des jeunes veulent m'empêcher de passer le concours vétérinaire. Je ne vous cache pas, je n'ai pas fait le coup de poing, mais quand même pas loin. En même temps, j'étais engagé, puisque je représentais les classes préparatoires au conseil d'administration. Vous voyez, je n'étais pas passif. Et le jeune engagé que je suis décide qu'on a le droit de passer ses examens, décide d'aller dialoguer. Et dialoguer, c'est un mot atténué après 5 décennies, d'aller débattre avec un certain nombre de ces jeunes. En même temps, nous assistons à la paralysie progressive du pays, parce qu'il y a toute la dimension sociale. Et cette dimension sociale, en même temps la répression. Mai 68, il n'y a pas un seul mort. À méditer sur la manière dont, d'ailleurs, le pouvoir a conduit, alors qu'il y avait des manifestations, il y a eu une manifestation avec 2 millions de manifestants. J'allais en venir justement, parce que vous parlez du mouvement social. Derrière, c'est les ouvriers qui vont manifester vers le 13 mai. Ils commencent à montrer leurs revendications salariales notamment. Quel regard vous portiez à ce moment-là sur la politique, notamment économique, menée par le gouvernement Pompidou ? Nous sommes dans le plein emploi. Mais il y a un désir de modernisation, je crois, des relations sociales. Il y a un désir de mieux partager les fruits du développement. Et d'ailleurs, c'est une partie du projet du général de Gaulle qui n'a jamais vraiment abouti, qui est l'intéressement et la participation. Dans le projet gaulliste, qui vaut d'ailleurs mon engagement comme gaulliste social, c'est de dire il n'y a qu'une seule économie qui fonctionne. On ne lui donne pas encore ce nom à ce moment-là, c'est l'économie de marché, l'économie libérale, mais elle doit être tempérée à la fois par une politique sociale, mais aussi par la participation de chacun au développement de son entreprise, de son activité, et au partage des fruits de la croissance. Et ça, je le comprends assez bien. Et il faut le dire, le président Pompidou, pour lequel j'ai un immense respect, il n'est pas très favorable à l'intéressement et à la participation. Et d'ailleurs, les jeunes gaullistes, l'Union des jeunes pour le progrès, parce que c'est autour de cette sensibilité-là que nous nous retrouvons,
que nous soyons en carte ou pas en carte, c'est pas le sujet. Ils ont envie d'aller plus loin dans la dimension sociale. À la fois, ils s'opposent aux étudiants gauchos. Souvenez-vous, ils étaient Mao. Certains étaient encore néo-staliniens. Et pour nous, c'était inacceptable. D'autres étaient ce qu'on qualifiait d'extrême droite, mais étaient dans une nostalgie de l'Algérie française. Je dis ça parce que le classement automatiquement à l'extrême droite, c'était une nostalgie. Et nous, on se dit, le général de Gaulle a bien conduit la décolonisation, il a redonné l'honneur à notre pays, il a proposé le développement, et c'est vrai que la société s'interroge. Un an avant, le général de Gaulle accepte la proposition de loi de Lucien Neuwirth, la régulation. Vous savez, Lucien Neuwirth, j'ai eu l'honneur de siéger avec lui bien après, on l'appelait le père la pilule. Mais c'est une révolution culturelle, il faut bien le mesurer. Et le général de Gaulle l'a accepté. C'était sans doute pas dans sa pensée de base. Et on sent une société qui veut évoluer. Suite et fin de cet entretien avec Gérard Larcher, demain, mercredi, dans le 7-8 journal. C'est un éleveur pas tout à fait comme les autres. Depuis 15 ans, Éric Sanso pratique une agriculture respectueuse de l'environnement et de ses animaux. Élevage de races bovines rares et de bêtes qui paissent dans des prairies sans pesticides. Il nous a ouvert ses portes pour nous montrer son exploitation. C'est notre portrait de la semaine signé Camille Lambert. Comme on peut l'entendre, on est sur Radio Classique. Donc les vaches, toute la journée, ont la chance d'écouter les plus grands compositeurs. Saunoise, Aubrac, Highland d'Écosse vivent en harmonie, bercés par les notes des plus grandes pièces de musique classique. Aujourd'hui, Éric Sanso doit boucler un veau né ce matin avec l'aide de ses employés Thomas et Maxime. Octavia rejoint officiellement le troupeau de 150 têtes. Voilà, c'est fini. Bah oui, c'est pas un joli contact qu'on te fait là. Ancien cavalier international, Éric s'est reconverti dans l'élevage il y a 15 ans. Dans sa ferme de 150 hectares à Auffargis cohabitent chevaux, bovins, poules et même des abeilles. Grâce à un partenariat avec un hypermarché de Rambouillet, il élève aussi des aurochs, vaches préhistoriques quasiment disparues. Une passion des animaux et de leur bien-être. La relation avec les animaux, c'est primordial. Ils ont malheureusement pour beaucoup des vies courtes, mais je veux leur assurer la meilleure vie possible dans les meilleures conditions à la maison, avec ce qui se fait de mieux en termes de qualité nutritive, en termes de bien-être animal, et ce jusqu'au bout. Je milite, je suis membre de l'AFAD, l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité. Abattage sans souffrance et sans stress, foin à volonté et prairies sans pesticides. Des terres sèches et sans vie dans les années 90. En cause, l'utilisation massive de produits chimiques. Désormais, elles servent à nourrir les animaux de manière totalement naturelle. Éric s'assure qu'elles sont prêtes pour les beaux jours. Il manque un peu de trèfle dans cette parcelle. Il faudra voir avec Laurent pour en réensemencer un petit peu. On fait du sursemis, jamais on retourne la terre, on fait que du sursemis, mais on remettra un petit peu de trèfle violette, trèfle blanc. Je regarderai pour remettre quelques légumineuses. Plus on va mettre de variétés d'herbes, plus on va donner de goût à la viande. Un savoir-faire et une qualité qui ont séduit les plus grands chefs, du Trianon Palace à Versailles à l'abbaye des Vaux-de-Cernay en passant par Paris. Mais fervent défenseur du local, il veille aussi à fournir les restaurateurs voisins. Comment vas-tu ? Bien. Et toi ? Impeccable. En cuisine, Christophe Cornier, maître restaurateur de l'auberge de l'Élan, travaille ses produits depuis une douzaine d'années. On a sympathisé, on a échangé, et puis après, voilà, on a découvert ce qu'Éric faisait, ses convictions. Voilà, comme nous aussi, on est des gens de conviction, donc le courant est bien passé. Des convictions qu'Éric souhaite partager au plus grand nombre. Avec sa ferme modèle, il espère montrer qu'une autre agriculture, plus respectueuse de l'environnement et des animaux, est possible. Notre business model, il est complètement abouti, parce qu'on n'a pas d'intrants, parce que les bêtes sont nourries uniquement au foin et à l'herbe. Donc on n'a pas les dépenses que peuvent avoir les structures classiques. Il y a moyen de faire mieux avec des animaux en meilleure santé, avec des animaux qui s'expriment, avec vraiment du vivant, en redonnant du vivant à la terre. Pour rendre ses produits accessibles, Éric a ouvert une boutique gourmande il y a 1 an. Favoriser le local et la qualité, une tendance sociétale. Selon une étude réalisée par l'Observatoire de la consommation responsable, 86% des Français estiment que consommer local est une priorité.
Le sport, une star de la NBA dans les Yvelines. Le basketteur Evan Fournier était à Carrière-sous-Poissy aujourd'hui mardi. L'international français, joueur du Orlando Magic, est venu inaugurer le nouveau Hoops Corner. C'est le premier équipement de ce type dans les Yvelines. En plus des terrains de football et des cours de padel déjà existants, 2 mini-terrains de basket indoor à 3 contre 3. Des conditions idéales pour débuter le basket selon Evan Fournier. Propos recueillis par Marion Ptac et Michael Elmidoro. Quand t'es gamin, t'as vraiment deux choix, soit jouer en club, soit jouer sur les playgrounds. Et donc voilà, ça c'est une alternative un petit peu différente. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mal au genou maintenant, c'est parce que je jouais sur les playgrounds toute ma jeunesse. Et donc si j'avais eu ce genre de terrain, j'aurais adoré. Là c'est dimension NBA sur la largeur. C'est-à-dire que là en fait c'est pas vraiment un terrain, c'est plus 2 demi-terrains. Mais en termes de largeur, de ligne de 3 points, tout ça, c'est dimension NBA, ouais, c'est ça. Une grande journée autour du golf qui réunit chaque année des champions et anciennes gloires du sport. La 27e édition du T-Break Roland-Garros se tient le 22 mai prochain. C'est au golf de la Vaucouleurs à Civry-la-Forêt. Un événement au profit de l'association SOS Gazelle. Avec moi en plateau pour en parler à sa présidente, c'est Véronique Chaplin. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez donc fondé ce concept du T-Break il y a 26 ans. Alors présentons d'abord l'association SOS Gazelle. Elle œuvre pour l'éducation des enfants par la santé et le sport. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai toujours eu la chance de travailler dans le milieu sportif. Et moi-même, jeune, je me suis rendu compte que le sport était très rassembleur. D'accord. Et j'ai voulu, avec tous les sportifs qui m'encadrent, donner la chance à un maximum d'enfants de pouvoir pratiquer le sport dans les meilleures conditions possibles. Et également de créer des centres d'accueil où ils pourront pratiquer leur passion, mais aussi être encadrés aussi bien sur le plan scolaire, avec du soutien scolaire, et sur le plan santé, ce qui est très important pour être en bonne santé. C'est ça, ces 3 thématiques vont ensemble, le sport, l'éducation, la santé, ces 3 thématiques qui vont ensemble. Je pense que voilà, c'est comme la vie, c'est une harmonie. Et effectivement, pour être en bonne santé, il faut pratiquer du sport, mais également pour bien pratiquer le sport, il faut être en bonne santé. Donc c'est pour ça qu'il est important que les 3 soient réunis. Alors, SOS Gazelle agit en Afrique et aussi en France ? Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est une association avec 100% de bénévoles qui agit un petit peu dans le monde entier, mais nous sommes actuellement focus sur l'Afrique, avec notamment le Maroc et le Sénégal, et en France, en Île-de-France, avec des jeunes de la clinique de Parly 2 et du carré médical de Versailles. Racontez-nous un peu l'histoire du T-Break. Vous avez lancé donc ça il y a 26 ans, des grands noms qui sont présents chaque année. On peut citer Laurent Blanc, Yannick Noah, Souleymane Mbaye, pour ne citer qu'eux. Il y en a plein encore. Comment vous avez eu l'idée de lancer ce concept et comment vous avez aussi réussi à fédérer autour de vous tous ces champions ? Alors en fait, moi personnellement, je démarrais ma carrière chez Nike et je trouvais qu'il y avait beaucoup de différences de traitement entre des grands champions, par exemple à l'époque Agassi ou les footballeurs, que j'adore, et d'autres grands champions qui humainement avaient beaucoup de choses à apporter, mais qui n'étaient pas médiatiques parce que leur sport l'était moins. D'accord. Et donc je me suis dit, il faut que je crée sur terrain neutre un événement qui rassemblerait des sportifs de toutes les disciplines et faire émerger des disciplines qui sont moins connues et mettre tout le monde à égalité. Alors ce 27e T-Break Roland-Garros, je le rappelle, c'est le 22 mai au golf de Vaucouleurs, de la Vaucouleurs. La journée s'organise autour de plusieurs animations. Il y a bien sûr ce trophée de golf qui réunit ces champions, mais il y a aussi des ateliers qui sont proposés lors de cette journée. Voilà. Alors au départ, effectivement, on est sur un golf parce que c'est un sport que tous les sportifs, même en activité, peuvent pratiquer. Ils en ont le droit déjà, et puis c'est une mise au vert. C'est un sport. On voit beaucoup de champions qui se mettent au golf en fin de carrière, oui, et qui ont cet esprit de compétition terrible. Et le titre de champion des champions, ils se bagarrent. Mais à côté de ça, nous avons également des champions qui encadrent des jeunes. Et nous avons des ateliers multisports. Donc cette année, il y aura de la boxe, il y aura du foot, il y aura du tennis. Et ce qui est mis en valeur avec un de nos parrains, Philippe Candeloro, c'est les sports de glace olympiques. Voilà. Et donc, tout ce beau monde rassemble entre 50 et 60 sportifs de haut niveau et 200 jeunes, notamment des Yvelines, de Trappes et de Versailles. Clou de la journée, c'est une soirée enchère. Vous êtes venu avec plusieurs objets qui seront mis aux enchères ce soir-là. Des maillots, on peut voir un gant, une raquette, voilà, oui, plusieurs objets qui seront mis aux enchères au profit de l'association. Voilà, alors en fait, tous les ans, c'est très amusant parce que les sportifs se mettent en scène, montrent leurs objets. 100% des dons sont reversés immédiatement
à l'association pour les jeunes. Et alors, ce qui est important sont les signatures, bien évidemment, que vous pouvez voir là. Maillot de Marco Verratti, joueur du PSG. Voilà. La quête de notre vainqueur de Roland-Garros, vous reconnaissez la signature de Yannick Noah. Les fameux gants de notre double champion du monde, Soulier Mbaye. Et puis des petits objets et le t-shirt fétiche, voilà, qui sera porté par les champions et par les jeunes. C'est facile de solliciter les champions, ils répondent présents chaque année pour même donner des objets. Alors moi je dirais que la vie c'est un équilibre et c'est du donnant-donnant. S'ils viennent, c'est parce que j'entretiens des relations amicales et professionnelles tout au long de l'année. J'ai la chance de vivre de ma passion, je fais du coaching mental. D'accord. Et donc nous sommes amenés tout au long de l'année à se côtoyer. Et donc c'est bon, le tea break c'est sur une journée, mais tout au long de l'année il y a une histoire, il y a un fil rouge. On se voit également en dehors. On prépare l'association. Ils sont venus avec moi au Sénégal, ils sont venus au Maroc. Donc il y a des liens de fraternité qui se créent. Ils savent que c'est un rendez-vous important parce que c'est eux qui font l'image. C'est grâce à eux que vous vous intéressez aussi à nous. Et je remercie les médias. Je remercie également les partenaires sans qui on ne pourrait rien faire. Et donc, ces sportifs savent la valeur d'objets comme ça. Et donc, ils prennent la peine, ils prennent le temps, ils se déplacent. Et en plus, ils le font avec beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de disponibilité. Et j'en suis très reconnaissante et je profite de ce plateau pour les remercier. Et c'est moi qui vous remercie. Véronique Chaplin, merci d'avoir été avec nous, présidente donc, de SOS Gazelle, organisatrice de ce tea break. Et je rappelle que le 27e tea break Roland-Garros se déroule mardi 22 mai au golfe de la Vaucouleurs et c'est à Civry-la-Forêt. Ahmed El Moussaoui, parrain du premier Lady Bootcamp. Il s'est tenu le week-end dernier au SDCL Center à Maurepas. Le boxeur de la Verrière, classé au 19e rang mondial, a animé cette journée dédiée aux femmes. Elles sont venues de toute la France et ont disputé par équipe de 6 une série d'épreuves mêlant effort, technique, force mentale et sens du collectif. Un rendez-vous pour encourager la pratique sportive féminine. Le rire, c'est un bon moyen de rassembler. Ce week-end, l'association Trappiste Tout pour réussir lançait la première édition de son Festival du Rire. Une dizaine d'artistes, amateurs et confirmés a répondu présent. Retour sur ce rendez-vous avec Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. On va commencer par de la danse, Albach. Déjà, on va voir s'ils sont chauds pour la danse. Ouais. T'as une lumière, la vie de ma mère, waouh. On dirait un interrogatoire. Ils sont trappistes, yvelinois ou franciliens. Leur mot de ralliement ce samedi, c'était le rire. Rire de tout et de tout le monde, rire de la société, de la famille, des amis. Il faut dire que l'humour, ça donne de la joie. C'est-à-dire surtout, les gens ils ont un quotidien pas simple, difficile, même nous, ça peut nous arriver. Et que quand on sort d'un bon spectacle, on est content. Sur la scène de la salle Jean-Baptiste Clément, des comédiens, mais aussi des chanteurs, des danseurs, des hypnotiseurs. On est à Trappes, et de deux, ça fait partie de ma ville. Puis voilà quoi, c'est pour ça que j'ai accepté ça et puis pour que tout le monde m'encourage quoi. Voir qu'il y a des artistes, il y a des artistes qui peuvent sortir de secteurs un peu plus reculés que Paris même, et pour que les jeunes puissent s'amuser. Valoriser en fait les talents des jeunes quoi, des jeunes souvent oubliés ou stigmatisés. Ces artistes amateurs ou confirmés participent au premier Festival du Rire. Un festival pensé par Tout pour réussir, une association trappiste née en 2009. Ce plateau de ce festival-là va essayer de réunir un petit peu tous les squares de Trappes qui sont un petit peu, individuels. Tout ça, qu'on se réunit tous ensemble pour essayer de partager un bon moment avec les humoristes qui vont y participer. Une dizaine d'artistes a répondu présent pour cette première édition. L'association espère rendre son rendez-vous annuel. Pour refermer ce journal, un sujet qui sent bon le soleil. Depuis le 7 avril, la ferme de Villetin à Jouan-Josas a rouvert sa cueillette. Possibilité pour les personnes de venir ramasser des légumes, des fruits ou même des fleurs. Et avec le retour du soleil, les visiteurs en profitent pour récolter des tulipes. Parmi les adeptes, Nicolas Dandry. La voix est signée Mélanie Poquet. Jaune, rouge, violette ou bicolore, un véritable arc-en-ciel de tulipes. Avec des formes différentes et des tiges plus ou moins longues, les visiteurs de la cueillette ont le choix entre les 53 variétés proposées par la ferme de Villetin. J'ai pris toutes sortes de variétés différentes de tulipes. Il y a un grand choix de couleurs et comme je suis une habituée de la ferme de Villetin, je sais que généralement les bulbes sont de grande qualité, donc les fleurs durent longtemps. Les tulipes, oui, on ne venait pas forcément pour ça, mais là, c'est cette saison et puis c'est sympa. Et puis
Et puis ça va égayer un peu notre intérieur. On sort de la morosité de l'hiver. Les couleurs parce qu'ils sont jolis. Valeur sûre, les tulipes blanches ou les reines de la nuit. Certaines se démarquent par leur forme et leur nom. La variété perroquet, qui est une fleur avec, vous voyez, un mouvement dans les pétales et dentelé. Alors, des tulipes, ça se conserve à peu près entre 5 et 10 jours en fonction de la température que vous avez dans votre pièce. Ce qui peut être une bonne idée, c'est le soir de les remettre soit carrément dehors ou dans une pièce plus fraîche. La cueillette des tulipes se poursuit jusqu'à la fin du mois. Prochaines fleurs à apparaître sur les parcelles de la ferme de Viltin, les roses au mois de mai et les lys en juin. C'est la fin de ce 7-8 journal. Très bonne soirée sur TV78.